avec quelques projets pilotes. C'est malheureusement pas, on n'a pas encore avancé dans ça. J'espère que ma collègue qui va me remplacer, Madame Bintou Keïta, va continuer à mettre la pression sur ce processus. C'est extrêmement important parce que c'est le début de la stabilisation. On n'a pas pu avancer alors qu'on était prêt, mais la situation ne l'a pas permis. La deuxième chose, je voulais aussi qu'on avance dans les Kasaï, dans le renforcement des fonctions régaliennes de l'État. L'année dernière, j'avais supplié la 5e commission pour ne pas couper de poste, pour nous donner plus de moyens, police, justice et administration pénitentiaire, appui à l'administration locale, pour permettre la réconciliation communautaire et lancer les projets de développement, tout en ayant l'outil qui maintient l'ordre, la police, la justice, parce qu'on quitte, on sort les militaires, on démilitarise et on doit renforcer les fonctions qui doivent se substituer à la présence militaire. Malheureusement, là aussi, on n'a pas beaucoup avancé. J'espère que mon équipe et l'équipe qui reste ici, mais aussi l'équipe pays et les partenaires de la RDC, hier, on a engagé cette discussion sur le Nexus, le débat avec la ministre, la vice-premier ministre du plan, et avec les partenaires, et j'espère que ce processus va avancer dans les Kasaï, dans le Tanganyika. Ça, c'est deux petites choses, mais il y a beaucoup d'autres choses que j'aurais aimé faire, mais c'est pas toujours évident. Si je veux citer, si je veux être prétentieuse, mais je n'ai pas cette prétention, c'est juste de voir où on pensait avoir la possibilité d'aller de l'avant. On n'est pas encore arrivé. Ça ne veut pas dire que c'est un échec. Ça veut dire qu'on n'a pas mis en place tout ce qui est nécessaire pour démarrer et que ça va venir. Parce qu'il n'y a pas de rejet, mais c'est juste de démarrer et j'espère que mes successeurs vont le faire. Avec des masques, on prend les distances, on travaille de loin, on ne peut plus voyager facilement. Même pour les gens qui avaient la facilité de bouger, ils ne peuvent plus bouger. Donc c'est une situation qui a des conséquences sur le plan économique, sur l'action pour lutter contre l'insécurité, sur le développement, sur beaucoup de choses, sur la santé des gens, et qui font aussi que ça devient encore plus difficile et nous devons faire plus d'efforts avec peu de moyens pour agir avec la même nécessité. Vous avez aussi ceux qui abusent de cette situation et qui profitent et qui donc essayent de déstabiliser, qui commettent des exactions, qui commettent des violations graves contre les populations. Ce n'est pas terminé. Mais je reviens là aussi pour faire la comparaison. Et je ne veux pas vraiment donner l'impression que je sous-estime ce qui se passe, ou que je suis en train de faire un bilan positif pour les Lazéronis. Pas du tout. Mais alors je ne suis absolument pas dans ça. Ni pour les Lazéronis, ni pour la MONUSCO. Parce que je ne crois pas que nous, on peut faire les choses si les Congolais ne les font pas. Je crois que nous ne sommes pas ici pour remplacer, nous sommes là pour appuyer. Parce qu'on ne peut consolider de façon durable la paix et la stabilité et la sécurité que si celui qui est en charge de par la règle générale dans tous les pays est en mesure de le faire. C'est pas que quelqu'un vient nettoyer la maison et puis dire allez je vous donne la clé, continuez. Ça recommence, ça échoue, ça ne marche pas. Il faut que ce soit les acteurs, c'est-à-dire les fonctions régaliennes de l'État sont déployées, c'est-à-dire le contrôle des frontières, c'est-à-dire le maintien de l'ordre, c'est-à-dire réduire les abus, c'est-à-dire lutter contre les forces négatives et tout ça. Et même là, quand on voit et on pense au passé, moi j'ai vécu des situations, et vous le savez tous, puisque vous suivez la situation de notre pays. Moi, quand j'étais arrivée chez vous en 2008, il y avait des zones où on me dit personne ne peut rentrer, c'est occupé par un groupe armé. Aujourd'hui, il y en a pas un endroit où les FARDC ne peuvent pas rentrer. Les groupes armés se cachent, ils commettent des exactions la nuit. Et c'est ça la réalité. Et c'est ça, c'est une évolution. Je ne dis pas que c'est fini, c'est une évolution. C'est qu'il y avait des zones qui étaient de non-maintien
Je me rappelle quand je suis arrivée à Kiwanja en 2008, on m'a dit il faut demander la permission à Nkunda parce qu'il occupe le territoire, c'est maintenant lui qui est en charge. Et j'ai dit non, je suis déployée dans ce pays avec l'autorisation du gouvernement congolais, je me déplace là où c'est le Congo. Et c'est des situations que j'ai vécues, que vous avez vécues, que d'autres ont vécues. Aujourd'hui, la présence de l'État, elle est partout. Le problème, c'est qu'il n'y a pas garantie de stabilité parce qu'on n'est pas présent partout et parce qu'on n'a pas mis en place les mécanismes qui luttent aussi, pas seulement à travers les armes, parce qu'on ne finit pas l'ennemi, on doit aussi lutter contre ceux qui profitent de l'instabilité, ceux qui se servent de la guerre, l'économie de guerre, ceux qui déstabilisent les gens pour pouvoir sanctionner ceux qui méritent d'être sanctionnés à travers la justice, à travers les actions de l'État. Donc on travaille, je ne dis pas que tout est réglé, non, on est loin de ça, mais on est en train d'avancer au niveau politique, au niveau sécuritaire, au niveau du développement. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous essayons de mobiliser les partenaires, parce que ce n'est pas la MONUSCO qui fait du développement, ce sont les partenaires de la Banque mondiale, le Fonds de maintien de la paix, le Peacebuilding Fund, les acteurs bilatéraux et multilatéraux de la RDC pour leur dire, voilà, ça c'est indispensable pour stabiliser. Cette route, si on l'ouvre, ça va aider à accéder aux zones où les gens qui commettent des exactions sont là. On dit tous les jours à Béni, ou bien en Ituri, des gens se font tuer et tout. Mais quand on regarde la configuration, est-ce qu'on vient dans la ville de Béni et on tue, comme on le faisait avant? Est-ce qu'on va à Butembo et on tue? On va chercher les pauvres gens qui sont éloignés, qui sont dans la brousse, et on va se venger sur des populations innocentes, vulnérables, et donc sans agenda politique, parce que personne n'est d'accord avec vous dans ces conditions, que vous soyez local ou interne ou étranger. Et je pense que tout ça, nous devons le valoriser, mais nous devons avancer. On ne peut pas dire c'est fini. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais insister. Je voudrais demander à Madame si elle a un dernier message avant qu'on rentre l'antenne sur Radio Okapi, et ensuite on peut discuter un peu plus longtemps ici. Merci beaucoup. Encore une fois, merci. Merci pour vos questions et merci pour le travail que vous faites. Parce que c'est vous qui informez l'opinion publique de ce qui se passe ici, de sensibiliser. Vous me donnez cette opportunité de parler au peuple congolais, de dire aux Congolais merci. Parce que moi, j'ai été accueillie dans ce pays, j'ai vu aussi la gentillesse des gens. Et j'ai vu aussi la générosité. J'ai vu des gens qui ont souffert et ils sont prêts à pardonner, ils sont prêts à tourner la page. Parce qu'ils veulent aussi la paix dans leur entourage, dans leur espace. Et j'ai vu aussi des gens qui sont prêts à se sacrifier. Donc, merci de m'avoir donné cette opportunité. Je voudrais encore une fois vous dire, gardez l'espoir et continuez à faire avancer la paix dans votre pays. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Le Congo n'est pas en train de brûler. On a dit 1000 fois que le Congo va brûler. Il n'a pas brûlé. On a dit 1000 fois que telle situation va générer une catastrophe. Eh bien non, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que leur pays brûle. Et ces gens-là sont ici et ils travaillent et ils se battent. Donc continuez à leur donner l'espace, à croire en votre capacité à aspirer les violences, aspirer tout ce qui est négatif, et les choses évolueront. Il n'y a aucun pays qui est parfait, il n'y a aucun pays qui a réglé tous ces problèmes en un an ou deux. D'aller courir derrière ou de garder tout. Ni les FARDC, ni nous-mêmes, nous pouvons, si le conflit continue, empêcher qu'aucune personne ne soit affectée. Personne n'a les moyens de faire ça, et celui qui va se faufiler, parce qu'ils n'affrontent pas l'ennemi comme ça. Ils ne viennent pas se faire la guerre aux FARDC. Les FARDC les pourchassent, nous travaillons ensemble, ils vont dans le Rwenzori maintenant.
Vous savez ce que c'est que le Rwenzori si vous êtes de la région? C'est la forêt, c'est la montagne. Des gens sont isolés, sont dans des zones éloignées qui se font massacrer. C'est criminel, c'est inacceptable. C'est des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui sont commis. Ces gens doivent répondre de leurs actes. Il faut continuer à les réduire parce qu'ils étaient à Goma et à Beni, ils commettaient des exactions à Beni, à Butembo. Ils sont maintenant traqués aussi dans des zones éloignées. Il faut continuer. Il faut que si on arrête des gens, il y en a eu qui ont été arrêtés. Vous avez vu quand il y a eu la prison de Beni a été attaquée, ben, les chefs, ils sont ici. On les a ramenés. J'envoie un vol spécial. Vous le savez, ça. Un vol spécial pour qu'ils ne soient pas... Ils sont ici à Ndolo. Donc, on travaille. On ne crie pas tous les jours, mais on travaille parce que si les chefs sont arrêtés, ils répondent de leurs crimes, il y aura de moins en moins de gens qui vont continuer à faire ce qu'ils font. Parce qu'ils vont voir que cette... On me dit, par exemple, que ce qui se passe dans ces zones, la violence, c'est aussi pour s'accaparer le cacao des gens, parce que c'est le moment de la récolte. Donc il faut identifier qui bénéficie de ça aussi. Qui achète ce cacao. Alors, je voudrais d'abord souligner en ce qui concerne le procès de la Lucha. Je ne sais pas si on a rendu la décision aujourd'hui. Je crois que c'est pas encore rendu. Oui. Vous savez que, à plus forte raison, je suis magistrat, je n'ai pas le droit d'interférer dans un procès où la justice ne s'est pas encore prononcée. Je peux commenter une décision de justice une fois qu'elle est rendue, mais tant que le juge ne s'est pas prononcé, je ne peux pas commenter. Ce que je sais, c'est que c'est le procureur qui a demandé la peine, mais ce n'est pas le juge qui l'a prononcé. On ne sait pas ce que le juge va dire. Donc on attend de voir ce que le juge va dire. Je voudrais me prononcer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, silence, s'il vous plaît. Je voudrais souligner une chose. Le droit de la liberté d'expression et la liberté de manifester sont des droits qui sont consacrés dans le droit international des droits de l'homme, dans le pacte de droits civils et politiques, dans les constitutions et dans les lois des pays. Votre pays le consacre, il a ratifié le pacte, il n'a pas mis une réserve, donc le droit est acquis. La différence entre la liberté d'expression et la liberté de manifester, c'est que dans la liberté d'expression, on a des limites, parce que c'est des libertés, mais il y a des limites. C'est pas des libertés parce que je veux parler, j'ai le droit de dire ce que je veux. C'est interdit de, par exemple, inciter à la violence. C'est interdit de l'injure, parce que vous insultez quelqu'un. C'est des choses qui sont prévues par la loi, c'est des crimes, c'est des infractions. L'incitation à la violence, à la haine raciale, à tout ça, c'est interdit. Donc généralement, et puis la deuxième chose, quand on manifeste dans la rue. La rue, elle n'appartient pas qu'à vous, elle appartient à tous ceux qui occupent la rue. C'est pour ça, c'est un droit qui est réglementé, qui doit toujours s'exercer pacifiquement. C'est bien précisé. On n'a pas le droit d'aller brûler une maison. Je dis, je manifeste. Je suis fâchée, je vais brûler. Donc, la violence, elle est interdite. Donc, nous, ce qu'on dit toujours quand les gens veulent manifester, tout ça, c'est de faire attention quand on manifeste dans la rue, de ne pas commettre de la violence, parce que après, l'autorité est responsable pour le maintien de l'ordre, parce que vos droits s'arrêtent là où les droits des autres commencent. Donc, c'est un peu ça que je dis en général. Je ne dis pas, je n'ai pas vu le ce processus soit intégré dans le peacekeeping et qu'on n'utilise pas seulement les armes, mais aussi les autres moyens qui peuvent influencer beaucoup plus. Parce que le soldat, n'importe qui peut trouver un soldat. Mais s'il n'y a plus de commandant pour mener ce genre de guerre, eh bien, une partie de la guerre est déjà finie.
Donc je continuerai à me battre pour ces idéaux, parce que l'état de droit, c'est ça, c'est que personne n'est au-dessus de la loi. Les pays qui ont réussi à stabiliser leur pays et ont fait taire les armes définitivement, c'est parce que celui qui viole les règles, il trouve en face de lui des institutions solides. Il trouve une justice, il trouve une police, il trouve une sanction même de la société. Le travail, même la société n'accepte pas qu'on prenne les armes contre une autre partie de la population. Et bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas encore atteint cet objectif. Parce que si on l'avait atteint, la mission ne serait pas encore là. Mais regardez où on était avant. Quand j'étais venue, on était présent sur tout le territoire congolais. Il y avait les Enyélé à Mbandaka qui ont massacré, vous vous souvenez ce qui s'est passé. Il y avait l'armée de... la LRA, il y avait des groupes armés étrangers qui étaient déployés, qui étaient dans le Petit Nord, dans le Grand Nord, qui étaient... Souvenez-vous, il y avait le M23, il y avait le CNDP, il y avait les DLR, il y avait une situation qui était très très complexe. Aujourd'hui, on a encore le conflit qui crépite dans 2 provinces. Et je dirais, 3e, Sud Kivu aussi. Donc, on est dans cette situation-là où on est en train, comme je dis, serrer, pour justement que chacun qui ose, qui veut prendre les armes en pensant qu'il va obtenir des grades, il va devenir un homme politique, parce que c'est ça l'histoire. Donc enlever ça, c'est ça qui va permettre à ce que la tentation de prendre les armes contre son peuple, ou si je suis étranger et je viens, je prends les armes ici, et je survis. Ça veut dire qu'il y a des complicités. Sinon, je ne peux pas survivre. Et donc, c'est ce travail-là qu'il faut vulgariser. Et vous, en tant que journaliste, vous devez faire ce travail. Sensibiliser tout le monde. On ne peut pas sévir et vivre et survivre s'il n'y a pas de complicité dans la communauté. Parfois, la communauté, elle a peur. Elle est prise en otage. C'est pas qu'elle veut être. Parce que vous voyez, par exemple, quand on parle des groupes armés, quand ils viennent négocier leur reddition, qu'est-ce qu'ils demandent? Vous avez entendu quelqu'un qui parle de la communauté? Ils demandent 4 choses. Ils demandent l'amnistie, l'intégration dans l'armée, la reconnaissance des grades, et je reste là où j'ai commis tous les abus. C'est ça. Regardez. Il n'y a pas un qui dit « construisez un hôpital pour la population, faites une route et je suis prêt avec mes hommes à commencer à déblayer la route ». Et c'est ça que nous devons comprendre, que si la société réalise que ces gens, ils ne la protègent pas, mais ils entretiennent l'économie de guerre, eh bien vous allez voir que les choses vont se calmer. Et c'est ça le travail que nous devons faire, renforcer la professionnalisation de l'armée. Parce que quand j'arrive dans le village et que la population me voit, moi, l'armée congolaise, comme le protecteur, parce que je viens pour ça, quand je viens à la police, quand je suis la justice, je ne suis pas là pour régler des comptes, mais de rendre la justice au nom de l'État congolais, conformément au droit, vous allez voir que ces gens vont devenir insignifiants. Et celui qui est étranger, il va fuir, il va rentrer chez lui. Et celui qui est congolais, il va demander pardon et se soumettre à la justice. Et c'est ça le travail. C'est comme ça que je vois ce qui reste à faire. Mais je pense que, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées. J'espère que j'ai répondu à votre question.